Numéro 3 du duel. Le duel, une émission produite sur Canal International une fois tous les 2 mois. C'est un produit dérivé de la reine, elle qui passe 2 fois chaque mois. Le duel met en scène des sujets ayant un lien direct avec notre mode de production, notre mode de consommation, notre modèle de vie, notre survie sur la terre. Et je voudrais vous inviter à découvrir les grandes figures de ce numéro 3 du duel avec Delphine Fonkou-Téné. Bonsoir Delphine. Bonsoir Rodrigue. Il est depuis 1 mois exactement la star des réseaux sociaux, le réseau social Bleu en l'occurrence, sur lequel le 3 août dernier il faisait cette affirmation, je cite, le beignet haricot bouilli est le repas le plus toxique d'Afrique, fin de citation. Une citation qui arrive donc comme un coup de pied dans la fourmilière. Et oui, le docteur Paulin Zobeu est contesté, combattu même par sa mère natale qui, il y a quelques jours encore, est venue pleurer à ses pieds pour lui dire de laisser les Camerounais se nourrir comme ils veulent, manger à leur aise. Et pourtant, derrière cette sortie publique, ce biologiste n'a qu'un seul souhait, un seul vœu, aider les populations d'Afrique et du Cameroun à mieux se nourrir. C'est d'ailleurs ce à quoi il s'attelle depuis son retour au Cameroun en 2018, après l'acte 1, avec ce qu'on appelle communément au Cameroun le BHB. L'acte 2 est en cours de téléchargement. Il sera consacré, rassurez-vous, au poisson braisé, autrement dit, le poisson à la braise. Suite à l'obtention de son diplôme en botanique écologique à l'université de Yaoundé 1, notre premier invité de ce soir s'est envolé pour le Maroc où il a fait l'école des hautes études en biologie des sciences, puis pour la Finlande où il a appris la thérapie par résonance. Aujourd'hui, le thérapeute apiculteur et agriculteur également est à la tête de son cabinet de consultation basé à Mobile Omnisport, ici même à Yaoundé. Il cultive lui-même les plantes avec lesquelles il soigne ses patients. Paulin Zobeu porte également la casquette de traducteur français-anglais. Son crâne, vous le constatez, est depuis peu couvert de cheveux touffus, crépus, contrairement au dreadlocks qu'il avait il y a quelques années. Le tout couronné par une barbe qu'il rase rarement. Se raser, s'épiler, c'est aussi toxique, entre guillemets, de la vie de notre invité. Celui qui milite pour que chacun de nous retourne au village est par ailleurs promoteur des boissons et tisanes à minceur, illico en l'occurrence. Espérons bien que ces produits n'ont pas reçu donc le carton rouge du ministre de la Santé comme bon nombre de cette même catégorie. Le ministre de la Santé publique, par contre, et le gouvernement tout entier a mis son sceau sur ces produits, notamment la star de ceux-ci, la bouillie Tonti, consacrée en 2003. Premier prix spécial du président de la République au salon de création d'entreprise. Hier, vendeur ambulant, il se fait aujourd'hui appeler The Boss. Thierry Niamen, de la vie de plusieurs Camerounais, est l'illustration même de l'adage. La vraie magie, c'est le travail. Son travail avec l'ensemble de ses employés de NT Foods consiste à transformer des produits locaux et produire des céréales infantiles. Chevalier de l'ordre de la valeur du Centre d'études internationales de l'Ukraine en 2010. Cet ingénieur est en maintenance et presque ou toujours au labo en vue de trouver des solutions concrètes à la malnutrition en Afrique centrale. Loin d'être un délice pour enfants et adultes, la bouillie Tonti a chatouillé les papilles gustatives de plusieurs organisations nationales et internationales. Celle-ci a glané 11 lauriers entre 2002 et 2013. Expert en entrepreneuriat auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Thierry Niamen se fait également appeler prof par les étudiants à qui il dispense le savoir. Il enseigne l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, le développement personnel et autres, le management des entreprises. Notre deuxième invité de ce soir est également polyglotte. Il parle le français, l'anglais, le russe, l'ukrainien. Il a sans doute son mot à dire dans la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Le menu ainsi présenté, Rodrigue Tanguay, je vous invite tous, avec vos invités bien sûr, à table. Bon appétit. Merci Delphine Fonkou, on espère qu'il sera digeste. Je vous invite Delphine Fonkou et nos 2 protagonistes du duel de ce soir à découvrir la pomme de discorde.
la présentation du sujet au cœur du débat de ce dimanche. C'est le fil rouge du duel. Une présentation de Daniel Anissé Boudier. Un vif débat anime les chaumières, les salons Kossus et surtout les lieux de restauration. La toxicité de ce que nous ingurgitons chaque jour. Question mise sur la table par les théories de Paulin Zobeux en raison du caractère prétendument indigeste de la composition beignets haricots bouillis. Plat de cru, ce mélange qui agrémente des petits déjeuners et même dîners de toutes les couches sociales sans exclusif chez nous, serait d'après le biologiste le plus toxique de la riche tradition culinaire du pays. C'est donc naturellement que cette sortie a fait l'effet d'une gastro-entérite. Des acteurs sociaux de premier plan, nutritionnistes, médecins, journalistes, artistes, sportifs et autres sont montés au créneau pour dénoncer une réflexion au goût fade. Mais quitte du débat de fond sur la toxicité ou pas de certains de nos plats, au-delà du beignet haricot bouilli. Le duel de ce dimanche met en scène le biologiste et l'agro-industriel Thierry Niamen, qui a nourri de nombreuses générations de Camerounais, notamment de bouillis, bref, en capitalisant sur ce que nos aliments ont de plus chic. Question, faut-il remettre à plat les habitudes alimentaires sous nos latitudes? Faut-il simplement les réformer ou les raffiner? C'est le menu de 90 minutes de duel de ce soir, nous l'espérons, digeste. Paulin Zobeux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le duel. Merci beaucoup. Il y a des Camerounais qui mettent finalement un visage animé sur votre visage parce qu'on a vu des photos fixes, des images fixes sur les réseaux sociaux. Comment vous vous sentez? Comment vous accueillez le commentaire qui est fait par Daniel Anissé Boudier sur la paume du Discord de ce duel? Je trouve qu'il est très bon. Je suis très à l'aise. Je suis aussi heureux de vivre au sein de mon peuple que je connais très bien. Vous savez que quand vous êtes dans le public, il y a du tout et de n'importe quoi. Et ça, vous devez vous y préparer en tant que scientifique et en tant que scientifique qui étudie cette société. Voilà. Thierry Niamen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Oui, on vous a vu souvent dans d'autres postures, en train de coacher les jeunes sur l'entrepreneuriat. Mais on oublie généralement que vous êtes à la base agro-industriel, c'est-à-dire votre job au quotidien, c'est de transformer tout ce qu'il y a dans la nature en aliments pour produire. Oui, en réalité, j'ai une spécialisation. Je suis mécanicien, j'ai fait mécanisation agricole et à la fin de ma formation, j'ai inventé une machine unique au monde pour faire les arachides grillés en poudre. Et maintenant, dans mon quotidien, c'est de transformer, valoriser les produits agricoles locaux. Donc pour moi, le Made in Cameroun, c'est mon créneau, voir ce qu'on peut faire pour apporter une réponse à ces multinationales qui viennent envahir nos pays en apportant une solution nationale. Ce soir, nous avons en face de vous Paulin Zobeux qui pense qu'il faut limiter la manufacturation et donc la mécanisation, au moins pour ce qu'on mange, et qu'il faudrait peut-être réserver la mécanisation au développement du pétrole, de l'industrie, de la mécanique, mais en tout cas préserver ce qui descend dans notre estomac. Alors, Paulin Zobeux, je voudrais revenir sur ce qui a créé le bruit autour de la façon dont nous nous nourrissons au Cameroun. Votre sortie sur le beignet haricot bouilli, peut-être qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et faire des précisions pour les téléspectateurs. Vous avez 3 minutes pour nous dire quelles sont les coutures de cette théorie sur le beignet haricot qui serait, d'après vous, l'aliment le plus toxique ou la composition la plus toxique de notre alimentation au Cameroun. Très bien. Il faut bien signaler effectivement que nous sommes à des temps où l'Africain est en guerre. Et il est le seul qui ne sait pas qu'il est en guerre. Nous avons une recrudescence de maladies dites non transmissibles dans notre société. Diabète, hypertension, cancer, obésité. Les organismes internationaux, l'OMS et tous les laboratoires alertent l'Afrique sur la montée en flèche des cas de ces maladies. La fertilité est en chute sur notre continent, notamment notre pays aussi. Et moi, en tant que scientifique, je ne peux pas me taire. Je dois regarder dans l'environnement, je dois regarder la population. Et quand je fais cela, je dis, mais
qu'est-ce qui ne va pas avec nos modes de vie? Et là, je m'interroge sur l'alimentation. Quel est le plat le plus consommé? Et quelle est sa qualité? Je tombe sur le BHB. Et je constate effectivement que c'est un amalgame extrêmement toxique. De 2 ans jusqu'à 99 ans. Et je regarde sa composition. Dois-je y aller? Sa composition faite de produits ultra raffinés. Sa composition, ou bien ce plat aussi, cuisiné à très haute température, allant jusqu'à 150, 200 degrés. Ça, c'est extrêmement toxique. Et je dis, mais où va mon peuple? Il fallait que je restitue ces travaux, que je restitue et que j'ouvre les yeux de ceux qui veulent l'ouvrir à travers un début, le BHP. Voilà. Oui, mais ce n'est indexé, on pourrait vous dire cela, ce n'est indexé sur rien. Pas d'études statistiques. Vous dites que vous avez fait une enquête qui vous permet de constater que le beignet haricot bouilli, c'est l'aliment le plus consommé par les Camerounais, mais vous n'en dites pas plus sur les méthodes de collecte de ces informations, de ces données-là. Et puis, même sur le plan biologique, vous ne faites pas de démonstration. C'est le procès, c'est la réflexion qui est faite depuis votre sortie sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Vous ne procédez pas à la démonstration de ce que le beignet haricot bouilli serait toxique. On a l'impression que le sujet est survolé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de façon claire, technique et de façon précise en quoi le beignet haricot bouilli serait toxique pour l'alimentation humaine? Merci beaucoup. Il faut bien savoir qu'en matière de recherche dans le monde, l'Africain, ou ce qui concerne l'Africain, est ce qui a le moins d'intérêt pour la recherche. On finance ce qui a de l'intérêt. Si les Africains attendent que les étrangers viennent financer les recherches sur le taro, la sauce gombo, la sauce d'arachide et nos mets, ils vont attendre longtemps. Mais ce qu'on peut faire, c'est de tirer leçon des recherches qu'ils ont eux-mêmes faites sur des constituants qui entrent dans nos repas. Nous savons aujourd'hui quelle est la composition du haricot. On connaît quelle est la composition du beignet et la composition de la bouillie. Chacun de ces ingrédients a déjà été étudié depuis fort longtemps, depuis 30 ans, 40 ans. Vous pouvez faire quelques rappels pour nos par exemple, qui ne sont pas toujours en matière de sachants chiffres, en biologie en matière de chiffres, par exemple, si j'ai parlé de fécondité tout à l'heure. En 1960, par exemple, on savait qu'une femme peut mettre autour de 5 enfants. Ça, c'est la fécondité des femmes en 1960. Aujourd'hui, nous sommes à 2,4 enfants par femme. C'est-à-dire qu'il y a une chute. Au Cameroun, en 1960, une femme en moyenne faisait 5,6 enfants. Aujourd'hui, au Cameroun, elle fait 4,4. Ça, ce sont des chiffres qui alertent. Des chiffres pareils, on les a... L'effet du planning familial. Bon, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me dire ça. Maintenant, vous allez aussi me dire la même chose sur la composition des spermatozoïdes dans le sperme des hommes. Ça suit la même courbe. Et c'est intimement lié à la pollution environnementale et surtout à l'alimentation. Je parle par exemple des acrylamides. J'ai parlé des acrylamides qui sont des molécules chimiques qui apparaissent dans les aliments lorsqu'on les chauffe à haute température. Les acrylamides sont formés lorsque les glucides et les protéines se mettent ensemble. Dans un aliment comme le blé, vous avez à la fois des glucides et des protéines. Quand vous les chauffez à la fois ensemble, ils forment des molécules très complexes qu'on appelle des acrylamides et qui ont été démontrées déjà par la littérature comme étant cancérigènes, perturbateurs de la reproduction humaine et reprotoxiques et autres. Donc, c'est démontré, c'est clair dans la littérature. Toutes les universités par exemple, Maastricht en Autriche, les Italiens, par exemple, ont une équipe de recherche qui ont bien travaillé, les résultats sont disponibles. Donc, ce n'est plus quelque chose sur lequel on doit pianoter. Les effets du sucre raffiné, c'est connu. De façon empirique, même dans notre société, on dit dès que tu es diabétique, diminue le sucre. D'accord? Mais on ne te dit pas diminue le miel. Si le miel est cru, il est bon. Mais le problème, c'est le sucre raffiné. Cette raffinerie des aliments, amenée par l'industrie agroalimentaire après les années de guerre, a mené la population mondiale dans un gouffre qu'il n'a jamais eu les années précédentes. Quand vous observez la courbe des diabétiques depuis la révolution industrielle, ça pique du nez. Comparé à avant. Si ça pique du nez, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça chute. C'est-à-dire que... ce que je veux dire, c'est qu'on atteint des plateaux, des hauts en matière de prévalence en diabétique dans nos sociétés. Ce ne sont pas des faits anodins.
Et on constate effectivement que la cuisson des aliments à haute température perturbe le fonctionnement, par exemple, du pancréas, qui est en charge de la régulation glycémique. Donc c'est évident que si vous perturbez le fonctionnement du pancréas, vous aurez des problèmes de glycémie. Il y a un refroidissement après la cuisson. Le refroidissement, il y a déjà formation des molécules de Maillard. D'accord? Ce n'est pas le refroidissement qui fait en sorte que ces molécules disparaissent. Et les molécules de Maillard se forment de façon naturelle aussi dans le corps. Mais seulement dans le corps, vous n'êtes pas à 180 degrés. Vous êtes à 37 degrés. D'accord? Donc, le corps sait déjà de façon automatique créer ces molécules de Maillard et les éliminer. Quand vous apportez un surplus, c'est ça qui pose problème. Et ça vous crée tous les problèmes de reins, des problèmes de rétinopathie diabétique. Donc, on sait que les diabétiques ont des problèmes par la suite de rétinopathie et même de neuropathie diabétique. Parce que les molécules de Maillard, venant en surplus des molécules qui sont déjà dans le sang, perturbent la circulation sanguine au niveau, par exemple, de la rétine. Et donc, au niveau de la rétine, vous avez des fins vaisseaux dans lesquels passe à la fois un seul globule rouge. Les molécules de Maillard créent des agglomérations qui empêchent à ces globules rouges de passer à travers ces vaisseaux. Et je le vois en consultation, je suis thérapeute. Voilà. Donc il y aurait un lien entre le diabète et la vue. Avec les reins. Les néphrite sont les unités fonctionnelles au niveau du rein, sont irriguées par de tout petits capillaires. Et c'est un globule rouge à la fois qui passe. Pareil pour la prostate. Donc ces organes sont des organes extrêmement innervés au niveau capillaire même. Et à ce niveau-là, c'est un globule rouge à la fois qui passe. Et les globules rouges ont au niveau de leur membrane cellulaire, évidemment des phospholipides, mais aussi des protéines. Donc la sortie protéique au niveau de la membrane s'agglutine avec la partie glucidique au niveau des glucides dans le sang, parce que votre taux de sucre est élevé, et ça forme des complexes qui passent difficilement dans les globules, dans les capillaires. Et vous aboutissez à tout type de problème. Les reins qui ne fonctionnent plus bien, vous êtes obligé de faire des dialyses pour insuffisance rénale, par exemple. Je ne dis pas que l'insuffisance rénale n'est due qu'à ce seul facteur. C'est toujours multifactoriel, mais les recherches prouvent que l'insuffisance rénale, due à l'augmentation du taux de sucre dans le sang et à la glycation, c'est comme ça qu'on appelle ça, vraiment, c'est la réalité. Même si on consommait au berceau Thierry, il y a même parmi les produits cités comme étant toxiques, figure en bonne place la bouillie. Oui. Vous êtes une sorte d'expert en fabrication de bouillie. Vous proposez cela aux enfants dès le berceau depuis une vingtaine d'années. On ne va pas revenir sur la marque, ce n'est pas le plus important. Oui. C'est le produit qui nous intéresse. Alors, comment vous avez accueilli la sortie du biologiste, vous qui investissez de l'argent dans la production des aliments concernés ou bien épinglés comme étant toxiques pour l'alimentation? Bien évidemment, je ne me suis pas senti concerné, mais j'ai écouté, j'ai lu les débats. Je voudrais je suis le docteur parler avec énormément de science. Je voudrais qu'on ramène le débat à un langage qui permettrait aux consommateurs ou à ceux qui ont répondu chez lui à comprendre exactement de quoi il est question. Dans son débat ou dans l'utilisation de sa terminologie que je trouve assez excessif, on peut reconnaître au moins chez le docteur d'avoir osé dire aux gens ce qui fait mal. Mais je pense qu'on pouvait mettre un peu de l'eau dans le moulin parce que dire que tout est, quand il cite toutes ces maladies, je ne sais pas s'il attribue toutes ces maladies aux beignets haricots bouillis. C'est une identité culinaire camerounaise, les gens se sont sentis très touchés, mais il y a du vrai. Mais je souhaiterais au moins que nous puissions donner des petites explications. D'abord, dans la démarche, je suis un peu inquiet par la démarche. Parce qu'au niveau une démarche scientifique obéit à un certain nombre de règles. C'est-à-dire, j'aurais souhaité, comme partout ailleurs, pour tous les scientifiques, une observation. Après l'observation, il faut automatiquement faire ce que j'appelle, ou ce que les scientifiques appellent, élaborer des hypothèses. C'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre d'hypothèses, des éléments à analyser, mais surtout mener des expériences.
non seulement quand on mène les expériences, il y a une autre phase qui est la quatrième, c'est d'analyser les résultats et maintenant interpréter les données. Je crois que si le travail avait été fait dans ce sens, sans qu'on entre dans ce que certains appellent un populisme, devrait plutôt indiquer aux consommateurs ce qu'il faut faire. Vous avez parlé de la bouillie, mais je vais vous dire, en aucun cas, il ne souligne que depuis des années, et ça fait 22 ans que nous travaillons, qu'on fait une bouillie enrichie. Ça veut dire qu'on peut accompagner cette bouillie dite appauvrie. Oui. Et là, j'ai lu aussi, il y a quelque chose de vrai. La fermentation. Quand on fait de la bouillie, nos mamans, de façon ancestrale, c'est de prendre cette bouillie, fermenter, laisser, et le lendemain, verser cette eau. Donc, c'est-à-dire reverser toutes les vitamines et cuire et faire un produit dévitalisé qui n'a plus aucun ferment. Maintenant, la solution que nous avons faite dans notre entreprise, c'était d'enrichir ces bouillies avec un produit qu'on appelle le soja. Donc, il parle du maïs, mais il y a aussi un terme qui m'a un peu gêné. Non, on parlera du sucre. Il y a un terme qui m'a un peu gêné, c'est de dire le plus toxique d'Afrique. J'ai fait une petite recherche en tapant quels sont les aliments les plus toxiques d'Afrique. L'Afrique, avec tous ces aliments pour que ce soit le plus toxique, je pense qu'il y a eu en termes de une réussite de choquer. À l'intérieur, oui, il y a du vrai parce que le blé, dans sa composition, on voit la farine de blé qui est une farine pas de bonne qualité, il faut le dire, parce que c'est du blé déjà raffiné. Cela pose aussi une autre problématique. Est-ce que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui peuvent ressoulever, les chercheurs, les scientifiques, peuvent relancer le débat de voir où les des conseils pour voir comment on peut améliorer. Il a parlé de la cuisson en termes d'huile. Oui, effectivement, quand on dit, et vous savez même que les cerveaux des Africains sont congelés, on nous a menti avec le terme raffiné. Quand une femme dit raffiné, ça veut dire très fin, pour elle c'est bien, mais raffiné veut dire l'utilisation excessive des produits chimiques, parce que le processus de raffinage qui demande de surchauffer à de très hautes températures, de colorer, de lui donner une coloration, d'enlever l'odeur, il y a la désodorisation, on met du charbon et de la terre activée. Tous ces process dénaturent la qualité de l'huile, et si cette huile en prêt est amenée à des hautes températures, comme il le dit, ça devient dangereux pour la santé. Mais nous devons savoir qu'une femme qui utilise par exemple l'huile de palme, c'est une huile qui résiste à la chaleur par rapport aux autres huiles. Il a parlé du nombre de tours qui tournent autour du nombre de cuissons. Qu'est-ce qui soutient cela? Oui, effectivement, on peut, dans le langage du commun, de dire oui, je vois souvent les femmes. Non, on devrait aller dans une démarche qui permettrait à toutes les autres personnes, aux jeunes, de continuer la recherche pour améliorer notre hygiène alimentaire, mais de ne tenir compte de notre identité culinaire. On ne touche pas à l'identité culinaire, on améliore, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Dans la farine, il y a la farine de manioc. Le manioc peut remplacer ce blé. Donc, dire aux gens que c'est très toxique, c'est un peu comme dire oublier. Et moi, je ne suis pas dans la même démarche. Je dis oui, on peut continuer avec les beignets haricots bouillis, mais en améliorant la façon, l'approche. C'est-à-dire faire les beignets à la maison. Je connais des familles qui font des beignets les dimanches. On peut demander de réduire la consommation, mais en mettant ce toxique. Et d'Afrique, même pas du Cameroun, j'ai trouvé que le débat... Il parle de la chaleur, plus 150 degrés. On peut peut-être passer qu'est-ce qu'on ne cuit pas? La pâte au four, plutôt que... Oui, à la vapeur, c'est la meilleure façon de cuire des choses, mais je voudrais dire, qu'est-ce qu'on ne cuit pas à plus de 100 degrés? Si on veut regarder, parce que Rika Zara, il disait dans ma médecine naturelle, si vous connaissez les secrets de la fabrication d'un certain nombre de produits, personne ne mangerait. Parce que les scientifiques, dans des débats croisés, quand on vous donne les éléments qui existent, il attaque un pan. Mais je pense que le mérite qu'il a, c'est d'avoir au moins attiré l'attention
des consommateurs de dire c'est un produit, c'est bien, nous l'aimons, mais il faut améliorer la manière de l'utiliser, la qualité du blé. La qualité du blé peut être... Parce qu'au niveau de l'importation, nous importons plutôt les déchets. Et si on importe ces déchets et que ça devient une partie de la consommation, on est dans l'import-substitution. Donc on peut remplacer les beignets bananes, on peut faire des beignets haricots, qu'on peut accompagner. Beignets coquilles. Beignets coquilles. Mais on peut aussi dire quelque chose d'important. C'est que dans le plat, nous avons vu au niveau des gens qui pensent qu'ils se nourrissent plus bien en prenant beignets de 300, haricots de 50. Non, ça ne donne plus. Il faudrait un peu cet équilibre pour que les glucides qui se trouvent dans le haricot, et je pense que j'attendais qu'il... parce qu'au niveau du haricot, nous avons un élément. Je pense que le docteur ne devrait pas balayer d'un revers de la main totalement ce sujet, mais bien au contraire orienter nos consommateurs pour qu'ils des scientifiques. Cette question de l'amélioration des dosages, vous aurez dû suggérer peut-être l'amélioration ou bien la modification des dosages, passer peut-être du 80-20, c'est-à-dire beignet 80, haricots 20, bouillie 20, oui, à peut-être 60. 60, 20, 20, je ne sais pas. En tout cas, et la fréquence. Et vous invitez les Camerounais à renoncer nos parents ont mangé ça, nos grands-parents ont mangé. Est-ce qu'il y a 50 ans, est-ce qu'il y a 100 ans, on importait le blé et au fin fond du village, on réussissait à avoir le blé? Je me pose des questions. Est-ce que parce que c'est une consommation séculaire, on ne doit pas s'interroger dessus? Il a dit que qu'est-ce qu'on ne cuit pas à plus de 100 degrés? Vous faites le safou à 30 degrés et ça cuit bien. Vous faites la patate à 40 degrés, ça cuit à la vapeur. Vous faites d'autres choses, hein. Le melon. À peine vous chauffez le melon, il est bon. Je ne vois pas pourquoi l'Africain reste bloqué à ses savoirs ancestraux, qui ont même déjà été lessivés par la colonisation, les razzias et autres. Nous sommes un peuple de survivants. Hein. Je vous rappelle que en 2014, en Iran, il y a les chercheurs qui se sont assis pour dire que mais qu'est-ce qui se passe avec la reproduction humaine? Et ils ont détecté que les acrylamides contenus dans les repas chauffés à haute température changeaient la composition du sperme. Étaient des spermicides en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange frit et hautement cuit tous les jours voit la composition de son sperme diminuer. C'est-à-dire la qualité de son sperme diminue. En Iran. En Iran, ça c'est... Et que fait-on du thé? C'est une société qui consomme beaucoup de thé. Il semble que l'eau du thé soit chauffée au moins à 100 degrés. L'eau du thé est chauffée à 100 degrés, mais du moment où tu arrêtes et que tu mets les plantes à infuser, c'est comme ça qu'on fait le thé. Il faut qu'on fasse attention. Hein. On ne fait pas le thé en mettant les plantes à l'intérieur et on chauffe. Non, on chauffe l'eau, on éteint le feu, on met les plantes. Les plantes, elles sont à température ambiante, 20 degrés. Et vous avez une eau qui est à 100 degrés. Vous mettez déjà, là, ça fait que la température chute énormément. Et d'ici 10 à 15 minutes, vous prenez votre thé. Une infusion. Une infusion, c'est comme ça qu'on prend, pas comme les gens prennent. D'accord? Donc, les études sont là. Ramener le débat terre à terre, comme il a dit. Comment il peut me demander de ramener le débat terre à terre avec des gens qui me crient dessus? On ne discute pas science avec la populace. On discute science avec des gens qui peuvent se mettre en face, vous écouter. Parce qu'en tant que docteur, je suis quand même enseignant. Un enseignant n'enseigne pas dans du vacarme. Quand vous faites du vacarme, il sort et il vous laisse. C'est quand vous êtes calme qu'il vous dit viens t'asseoir, je te donne ta leçon. Non, ici, s'il n'est géomètre. S'il n'est géomètre. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté votre invitation, qui est la seule qui me donnait le temps de parler. Les études sont là. Il faut bien savoir que sur cette terre, l'humain a vécu longtemps sans avoir à cuire ses aliments à haute température. Vous savez que nous avons découvert le feu sur cette terre. Avant qu'on ne découvre le feu, qu'est-ce qu'on mangeait? Les chercheurs qui travaillent par exemple sur la microflore intestinale, vous savez que dans le ventre là, nous ne sommes pas que des cellules humaines. Hein. Nous avons
Les cellules humaines sur notre corps représentent 20% des cellules. 80% ce sont les cellules bactériennes, virales et autres. Ça veut dire que si on vous enlève tous vos virus ou vos bactéries, vous mourrez la seconde d'après. C'est d'ailleurs pourquoi quand on a découvert que l'asthme, par exemple, avait une relation directe avec votre microflore. Le diabète, pareil. On sait aujourd'hui quelle est la microflore intestinale des diabétiques, des hypertendus, des cancéreux. C'est connu. On sait aujourd'hui que dans nos intestins, nous avons à peu près 2 kilos de bactéries qui travaillent pour nous, pour notre bien. C'est pour ça que quand vous leur apportez des molécules complexes comme des sucres et le gluten contenu dans le blé, ça fait comme des cols. Le mot gluten veut dire glu et protéines. C'est-à-dire protéines qui fonctionnent comme des glus. Ce sont des très longues chaînes qui, en fait, sont indigestes pour le corps. Parce que le corps, je l'ai dit, le corps a besoin des micronutriments, c'est-à-dire des molécules simples qui peuvent diffuser facilement à travers la barrière intestinale, rejoindre le sang et aller nourrir toutes les cellules dans le corps. Et la cellule ne mange pas les macromolécules. La cellule n'absorbe que les micromolécules simples qui peuvent passer la barrière phospholipidique simplement. Les molécules simples là, ce sont des choses comme le glucose, ce sont des choses comme les enzymes, les vitamines et autres. L'amidon contenu dans le blé n'est pas une micromolécule, ça ne traverse pas la paroi cellulaire. Mais Thierry Niamène propose par exemple qu'on remplace le blé par le manioc, la farine de patate. Vous venez d'évoquer la patate. Il y a une théorie banale qu'on appelle théorie du danger. C'est quand tu sais que... C'est d'ailleurs protégé. Ah, voilà, c'est quand tu sais que tu es en danger, que tu sais te protéger. Mais si on te parle d'un danger et tu dis qu'il n'y a pas de danger, c'est là où c'est plus grave. Maintenant qu'on sait que c'est toxique, on peut proposer des solutions. Oui, c'est bon, les farines locales. Oui, c'est bon, la patate. Mais ne dis pas non, c'est pas toxique, je continue à manger. Tu vas aller de mal en pire. Il est pire d'avoir quelqu'un qui ne voit pas la vérité que quelqu'un, voilà, vous voyez. Donc, farine de patate, par exemple, je conseille à mes patients d'aller vers la patate, qui est un féculent quand même doux. Il contient moins de molécules complexes, il contient moins d'amidon. C'est pour ça que quand on le mange directement, il est sucré. Le blé, il n'est pas sucré au goût, parce qu'il est constitué de longues chaînes d'amidon. L'amidon n'est pas sucré. Et dans le corps, quand ça arrive dans le ventre, ça vous colle aux intestins, ça circule lentement, et ça fait que vous avez des ballonnements. Et comme ça, de semaine en semaine, de ballonnement en ballonnement, vous aboutissez à des pourritures dans les intestins. À travers les plantes et des compositions de plantes, j'ai réussi à faire sortir ces pourritures. Et les gens me disent, je n'ai jamais eu des selles aussi nauséabondes. C'est des selles d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Quand vous voyez quelqu'un qui a une bedaine de 20 kilos devant lui, ce n'est pas une bedaine de graisse, c'est une bedaine de déchets accumulés. Et ça, c'est réel, je le dis en tant que thérapeute. Donc nous avons des plantes, les plantes de chez nous permettent de nous nettoyer. Et ça, c'est quand on fait sortir ça qu'on se rend compte de la quantité de déchets qui stagnent. Et ces déchets-là sont faits de molécules complexes. On a parlé du haricot dans ce plat. Certains ont dit, mais le haricot, qu'est-ce que tu veux au haricot? Il faut bien savoir que le colon a fait partie de la terre africaine, les variétés de haricots les plus digestes. Et il nous a laissé des variétés les moins digestes. Ceux qui connaissent, tapez azuki. L'azuki, c'est une variété de haricots qu'on peut manger cru. En Afrique, on ne connaît pas ça. Hein? Tu parles de leur beignet haricot, on va te fusiller. Pourtant, ils ont été lessivés par des années d'esclavage. On leur a enlevé tous les fruits. Allez en Inde, allez en Chine. Voyez, regardez leurs étals, regardez la diversité de fruits qu'ils ont. Chez nous, on a à peine bananes, oranges et autres, c'est fini. Les fruits rares, aux saveurs exotiques et multi-saveurs, on ne les a plus. Lessivés par les années de razzia, par l'esclavage et autres. Vous voyez? Quand on va, par exemple, un peuple comme à l'ouest, on dit que les gens de l'ouest sont gros, mais ils se trompent.
Il se trompe, c'est pas la grosseur qui fait l'embonpoint. Et le terme embonpoint, c'est même un terme péjoratif. C'est péjoratif. Voilà. Embonpoint est péjoratif. C'est très péjoratif, mais les gens prennent ça comme un compliment. C'est péjoratif et les gens de l'Ouest, c'est pas du tribalisme. Hein. Moi-même, je suis de l'Ouest. À l'Ouest, on n'a pas de légumes. On dit les légumes et les fruits sont bons pour la santé. À l'Ouest, on n'en a pas. Comment on appelle, quel nom on donne d'un légume à l'Ouest? Aucun. On dit seulement, ils disent le njap. C'est tout. Alors qu'au centre, on a le degré, on a le folon, on a le zoom, on a le kalinka, on a tout ça. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, la différenciation de nos sociétés par rapport aux habitudes culinaires compte aussi. Et il faut avoir cet angle multisectoriel pour pouvoir comprendre la chose à son entier. Je dois signaler que le beignet haricot en Afrique, c'est le seul plat qui contient 3 graminées. Les graminées sont... Moi, je suis aussi taxonomiste. J'ai fait botanique et écologie. Donc, quand j'analyse ce plat, c'est sur plusieurs plans. Microbiologique, alimentaire, diététique et taxonomique. C'est le seul plat qu'on retrouve en Afrique avec 3 graminées raffinées. Ces graminées sont le blé, la canne à sucre et le maïs. Vous ne pouvez pas avoir... On enlève tout ce comme nutriment et on laisse seulement la macromolécule l'amidon seul. Vous allez digérer l'amidon avec quoi quand tous ces accompagnements que le créateur a donnés dans la plante sont enlevés? C'est extrêmement délétère pour la santé. Vous voyez? Donc, quand on mange un bon repas, est un repas constitué aussi des plantes qu'on appelle des plantes les plus évoluées, les plantes pérennes. Par exemple, les arbres. Faites un plat avec des aliments qui viennent des arbres. Parce que les arbres ont de longues racines qui vont jusqu'à la roche-mère chercher des micronutriments extrêmement rares. Vous ne les avez pas dans les plantes de surface. Et ces 3 graminées-là ne vont pas à plus de 1 mètre de profondeur. Or, à plus de 1 mètre, à des centaines de mètres en dessous de la terre, il y a des minéraux extrêmement rares. Et les arbres sont les seuls organismes sur Terre à aller chercher ces minéraux. Vous parlez des fruits? Je parle des fruits, par exemple, des feuilles des arbres. On sait, par exemple, que les feuilles de corosol sont extrêmement diététiques et thérapeutiques. C'est pas pour rien. C'est parce que le corosol a aussi une structure racinaire qui va plus à profondeur. L'avocat et le manguier ont des propriétés similaires. Les plantes comme le riz, le blé et autres, qui ne vont pas trop en profondeur, bénéficient seulement de l'apport nutritif que vous leur donnez là. Vous ne leur donnez rien. Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture est devenue comme la chimie. On donne de la chimie, les engrais chimiques aux plantes et on espère nourrir l'humanité avec ça. Que non. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en Afrique, ce plat, la beignet bourri haricot, est le seul plat qui réunit les 3 graminées à la fois. Et ces 3 graminées étant appauvries par des années de sélection, vous savez qu'aujourd'hui, on importe en Afrique des OGM. Des organismes génétiquement modifiés. Interdits en Europe. Depuis 2006. Mais qu'on verse en Afrique. Depuis 2006. Qu'on verse en Afrique, personne, aucun contrôle. Et ils sont sages de nous enlever la capacité d'avoir des laboratoires de contrôle pour pouvoir nous déverser tout après. Qui contrôle ça? Vous voyez? Donc, le maïs n'échappe pas aux OGM. Et il a été scientifiquement démontré qu'en 4 générations de souris nourries copieusement aux OGM, on aboutit à la 4e génération à des individus tous castrés. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se reproduire. Disparition de l'espèce. Je ne vous dis pas ce qui pourrait advenir à l'humanité. Ne nous faites pas peur. Ne nous faites pas peur. Thierry Niamen, Paulin Zobo souligne qu'il faut procéder à des substitutions remplacées par la patate, mais je me tourne vers l'agro-industriel pour demander comment on en trouve en quantité pour nourrir 30 millions de Camerounais. Comment faire? Il y a une méthode. La méthode est une méthode de... On a d'abord souligné l'import-substitution, c'est clair. Mais pour cela, il y a une peur au niveau des décideurs qui pensent que si on réduit le niveau d'importation, nous n'aurons pas de quoi nourrir. Et ce n'est pas vrai, parce qu'il a bien souligné que nous avons suffisamment de quoi nous nourrir. Et imaginez-vous un seul instant qu'on demande, dans l'enrichissement du pain, qui est aussi un aliment de tous les jours, qu'on demande d'ajouter uniquement 5% de farine de patate ou de blé. Sur un projet sur 5 ans,
sur 10 ans, je peux vous assurer que l'exode rural va s'arrêter. Les gens vont aller au champ pour pouvoir produire effectivement ce dont on a besoin. Il nous faut juste un peu de courage politique pour que les gens comprennent. Parce que le débat devient intéressant quand il commence à pousser, à se dire quelles sont les solutions. Les solutions viendront et des scientifiques et des chercheurs parce qu'on n'empêche à personne de faire les mêmes recherches que lui. Je dis bien que son mérite, c'est d'avoir osé. Et j'ai pensé que son tunnel de communication, peut-être dans son titre, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais je dis dans son titre, les beignets haricots bouillis, le repas le plus toxique d'Afrique. Mais quand je suis tout son débat, il déroule effectivement l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire que la manière de se nourrir, qui ne pourra pas s'arrêter uniquement aux beignets haricots bouillis. Si on doit... Qui vous interpelle peut-être, qui est dans la composition de la bouillie. J'ai dit que dans la composition de notre bouillie, nous faisons une bouillie enrichie au soja. La bouillie que nous consommons au quotidien au Cameroun. Oui, cette bouillie a été... il a eu le mérite peut-être en utilisant les réseaux sociaux de pouvoir faire communiquer. Nous avons fait aussi des prospectus pour signaler aux mamans, ça ne sert à rien de tremper le maïs toute une nuit, de chercher à vider cela, de laisser fermenter, vider son eau parce que vous êtes en train de dire au revoir toutes les vitamines pour préparer un produit dénaturé. On peut faire une bouillie, et c'est peut-être là le mérite de ce que nous avons eu à faire, qui prend toute la matière première. C'est peut-être valable aussi avec le couscous de maïs. Mais là où il a encore parlé du maïs, le maïs a ses propriétés et ce n'est pas, nous ne sommes pas à 100%. Qu'est-ce qu'on appelle à l'ouest le nganjere? Je ne sais pas le son. Qui est extrait du couscous de maïs. Extrait à tort ou à raison, parce que quand on veut discuter, vous savez, les nutritionnistes peuvent vous en dire plus. Nous avons dans notre façon même de manger, je peux vous donner juste un petit plat d'un étudiant pour que ça vous fasse peur. Et vraiment, c'est en passant. Vous arrivez chez un étudiant, dès qu'il vous fait les œufs, il va y mettre de la sardine, il dit qu'il a enrichi. Et il peut vous mettre un peu de jambon, c'est-à-dire il prend le poulet, il met le poisson, il met le porc, il mélange. Et quand il mélange, il vous prend une boisson gazeuse, dès qu'il boit avec un pain chargé avec du beurre, et conclusion... Un peu de mayonnaise aussi. Voilà, et il vous dit, j'ai bien mangé. Je pense que si le docteur analysait un peu ce plat, il trouverait qu'il est plus toxique que le beignet haricot. Parce que c'est une composition magique. Quand vous croisez cela, il parle de bombe, c'est inimaginable, mais ça se fait dans le milieu estudiantin. Moi, je voudrais regarder sous un autre prisme. Je pense que quand on soulève un débat comme celui-ci, cela devrait attirer l'attention de nous tous qui consommons ce plat traditionnel, un plat que nous aimons tous. Mais on peut améliorer sa façon de faire. Enrichir, on a dit, pour la farine. On peut, au niveau de l'huile, utiliser de l'huile de palme parce que ça résiste à la température. Il a parlé du haricot tout à l'heure, mais le haricot, c'est quoi? Le haricot n'est pas... il a même dit que le haricot, on nous a enlevé la variété, mais quand vous regardez les propriétés du haricot, le haricot automatiquement favorise l'absorption du fer. Et il y a du glucide à l'intérieur. C'est une protéine. Il y a une protéine végétale. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la viande. C'est pour cela que nous disons que le soja remplace la viande et le poisson. C'est la meilleure source de protéines végétales que nous pouvons avoir. Nous avons vu des gens faire des brochettes de soja. Ça veut dire que je souhaiterais, peut-être dans la suite de sa communication, qu'il ouvre les pans vers d'autres produits pour parler totalement de notre hygiène alimentaire. Parce qu'en réalité, ce que nous consommons, il faut même aller voir ceux qui se disent riches. Il a parlé de l'aubaine tout à l'heure. Comment des gens... Vous savez, quand on a un ventre, on dit c'est un ventre présidentiel. Donc, tout ça... ministériel. Tout ça, c'est une habitude. Ce sont des habitudes que nous avons eues à hériter de la colonisation. Il a parlé de la patate. Vous savez, même qu'en guerre, ou pendant le maquis, il y avait, c'est la patate séchée qu'on utilisait pour manger, pour pouvoir tenir pendant longtemps. C'est extrêmement nutritif. Séché au grenier. Séché au grenier, voilà, super. La patate séchée au grenier. Paulin Zobin, on trouve donc ces aliments que vous recommandez comment à temps plein. Vous avez évoqué les prunes, la patate, mais ce sont des produits de saison. Nous savons qu'en saison sèche, vous n'aurez pas la prune. À ce moment, les gens se nourrissent comment? Et puis, on gère les quantités comment? Est-ce que quand vous faites des propositions aux Camerounais, vous tenez compte des quantités et vous tenez compte de la bourse?
Parce qu'on le notait il y a un instant, le haricot aide à compléter les faiblesses en protéines pour ceux qui n'ont pas les moyens de souffrir des protéines animales. On peut se contenter de protéines végétales. Vous proposez quoi comme substituant? Je n'apprécie pas cette façon d'infantiliser l'humain. On doit mettre l'humain face à ses responsabilités. Et c'est ce que font les diététiciens, voilà, de dire à quelqu'un ce qu'il va manger. Non. Il faut enseigner aux gens à bien manger. Comme ça, quel que soit l'environnement dans lequel ils se retrouvent, ils peuvent trouver de quoi manger selon les principes d'enseignement que vous avez donnés. La flore bactérienne qui vit dans vos intestins ne se nourrit que de fibres vivantes. Si vous voulez augmenter votre vitalité, nourrissez la flore bactérienne qui est dans votre ventre. Et donc, vous devez lui donner des molécules vivantes, des fibres vivantes. Et à toute saison, nous avons de quoi manger. Les gens m'ont tiré dessus, tu donnes la prune, est-ce que... Les avocats, à toute saison, on a les avocats au Cameroun. La patate, à toute saison, vous pouvez l'avoir parce que vous pouvez décider de ne pas récolter en saison sèche et récolter en saison de pluie. Mais est-ce que vous pouvez demander à un étudiant ou à un élève issu de familles modestes de se nourrir d'avocats et de patates et tenir une journée? Parce que la avec plats toxiques, dénaturés. Qu'est-ce que le corps y a gagné? Je préfère manger une seule banane que de prendre 100 plats de beignets haricots. Parce qu'il n'y a rien dans le beignet haricot, il n'y a rien dedans qui nourrit votre flore intestinale. Au contraire, ça bouge. En 2018, en Autriche, il y a une étude publiée par l'Université. Le cancer colorectal est lié à la composition de votre flore intestinale. Où est le lien avec le BHB? C'est que quand on enlève parce que c'est tellement pourri, on vous le coupe. Avec une alimentation déter constituée de fibres indigestes. Donc, il faut avoir une attitude de guerrier quand on est face à des situations aussi complexes de notre peuple qui ne sait plus comment se nourrir. Vous voyez? Donc, les fruits, les oranges et autres. Quand il n'y a pas de bafia, il y en a qui viennent du Nigeria parce que notre capacité de production n'est pas suffisante. Nous avons tout. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois dicter ce que quelqu'un doit manger? Non. Vous savez que par le maquis, on a pulvérisé les terres de l'Ouest de ce qu'on appelait le napalm. Quelle est l'étude qui permet aujourd'hui de prouver que ce napalm est fini dans le sol? Le napalm, la molécule de napalm, les archives du village, les prunes du vif. Non, il y a cette sorte de chauvinisme chez ceux qui viennent de l'Ouest. Il faut bien savoir que le coquille, c'est l'un des rares plats qui se cuit à la vapeur.
Le mets de pistache, c'est l'un des rares plats qui se cuit à la vapeur et pour lesquels on n'a pas besoin de friture. Ils sont largement mieux que ces autres plats BHB, friture et grillade. D'accord? Donc, je préfère quelqu'un qui mange son coquille avec de la patate que quelqu'un qui mange le poisson braisé ou le BHB matin, midi, soir, par exemple. Maintenant, dans une phase de transition, tu passes par ton coquille avant de passer par autre chose plus vivant. L'ouest, par exemple, du Cameroun est l'une des rares régions dans ce pays où on n'a pas de fruits, où on n'a pas la culture de manger des fruits. À l'ouest, c'est le couscous matin, midi, soir, toute la semaine. Quand on ne varie pas avec le couscous, quand on varie le couscous, on prend la banane malaxée, le filet et autres. Tout est dénaturé. Et avec ça, on veut bâtir un pays. C'est incroyable. Et je ne sais pas si c'est du bon sens. Je ne sais pas si je me trompe. Il n'y a pas d'oranger à l'ouest Cameroun. À l'ouest Cameroun, il n'y a pas d'arbre qui fait 1 mètre d'épaisseur. Ce n'est pas fortuit. Les arbres sont les seuls êtres sur Terre qui peuvent aller en profondeur chercher la matière minérale et des minéraux rares, les remonter dans les feuilles et les feuilles tombent sur le sol pour nourrir le sol. Et c'est ça que les plantes basses peuvent prendre. À l'ouest, vous n'avez pas ça. Et ils ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte. C'est tout ça qui entre dans l'alimentation de l'humain. Donc à l'ouest, l'urgence là-bas serait de dépolluer le sol, par exemple. D'accord? Dépolluer le sol, les arbres sont là pour ça. Et on peut, pendant même la dépollution, engager déjà un processus de changement alimentaire. Ça doit être accompagné par nous tous. Il n'y a pas que moi qui dois le dire. Oui, j'ai quelque chose à dire parce que j'estime que Dr Paulin est assez excessif dans son langage. Caricatural. Oui, il est excessif et il peut ne pas se faire comprendre alors que ce qu'il dit peut avoir des fondements. Moi, je crois que il a souligné un certain nombre de mais et il y avait des contradictions. Par exemple, cuit à la vapeur, ça c'est super. Nous l'avons dit ici tout à l'heure. C'est-à-dire que ce soit ce coquille, ce mets de pistache cuit à la vapeur, c'est bien. Mais il a oublié que cette banane malaxée aussi a été cuite à la vapeur. C'est-à-dire que c'est cette banane qu'on cuit à la vapeur et qu'on y associe de l'arachide. Il a dit, vous savez, le débat sur l'arachide est très compliqué. Dans le monde, même le soja pour lequel nous vantons les mérites dans notre entreprise, a été démontré par certains scientifiques que c'était dangereux pour la reproduction humaine. Ça veut dire que les combats des grands groupes viennent souvent dénaturer le débat. Et c'est pour cela que je souhaite qu'on mette un peu de l'eau dans le moulin en tenant compte de l'identité culinaire, de suivre, de dire pas le BHB, mais le BHB dans les conditions que nous le prenons aujourd'hui peut nous amener très loin sur le plan sanitaire. On peut l'améliorer en l'enrichissant, on peut l'améliorer en utilisant une bonne huile, on peut l'améliorer en utilisant une bonne bouillie. Quand il parle des bourratifs à l'ouest, je dis non. Je dis non parce que c'est extraordinaire ce tarot. Je ne sais pas de quoi on peut parler. Donc, on ne peut pas arriver dans un peuple. Et c'est ça qui parle de notre identité. Vous savez, la religion ou alors l'identité culinaire fait partie de l'univers de chaque être humain. Mais si c'est nocif pour la santé. Non, c'est pas nocif. Si c'est nocif. Puisque si c'est nocif, je suis sûr qu'il en a consommé aussi dans sa vie. Et quand on a consommé, le risque d'attribuer toutes les maladies de civilisation ou les maladies dites de civilisation à un repas spécifique, je trouve que c'est assez excessif parce que même dans les beignets haricots bouillis, vous allez vous rendre compte que des gens ne le consomment pas au quotidien. Les gens peuvent le prendre un matin, le lendemain, il varie avec une autre chose. Quel que soit ce que vous consommez, aussi bien qu'il soit, il sera dangereux pour la santé si il est répétitif. C'est-à-dire que je prends un exemple, comme il l'a demandé, on ne peut pas se nourrir uniquement de prunes. On sait, moi par exemple, je vous donne ça en exclusivité, nous avons la méthode de conservation des safous pendant 1 an. C'est-à-dire que des safous qui pouvaient pourrir, nous avons la méthode de conservation. Mais on conserve, ça va coûter quoi? Ça coûte quoi? Parce que l'enjeu avec le beignet haricot bouilli, c'est que avec 150 francs, on se nourrit. C'est le danger, c'est le mauvais 150 francs. Et je pense qu'il est d'accord avec moi là-dedans. C'est le mauvais de penser que nous allons toujours chercher quelque chose de bas prix et après payer le prix énorme au niveau de la santé. Ce que je souhaite, et puis moi, quand j'ai suivi un peu dans le débat, il y a des repas
les alcooliques dans notre pays, c'est énorme. Je pense que le danger de trouver quelqu'un qui prend 5-6 bières par jour, il en existe, a des effets. On connaît le débat des boissons gazeuses avec énormément de sucre que nous utilisons. Que aujourd'hui, est-ce que vous savez bien que dans un petit verre de jus d'orange ou d'ananas peut vous coûter 50 francs? 50 francs si vous le pressez à la maison. Mais si vous allez parce qu'il suffit d'acheter une tête d'ananas et de presser, mais nous préférons aller prendre des produits gazeux. Mais je dis que la révolution, le mérite, c'est d'avoir attiré l'attention et que nous devons prendre soin de notre alimentation. Parce qu'Hippocrate dit que ton aliment soit ton premier médicament. Donc c'est ce que tu manges qui va te permettre d'aller, soit, comme il dit, vraiment à la tombe. Mais le risque et que je suis d'accord avec lui, c'est de ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent les recherches pour nous. Nous devons nous battre pour que dans les écoles de formation, que des ingénieurs qui sont dans l'agroalimentaire dès maintenant commencent déjà à trouver des substituts qui vont nous permettre de pouvoir évoluer, mais de ne pas annuler ce BHB que nous aimons, mais d'améliorer plutôt la manière avec Nous avons entendu tous le coup de sifflet, c'est la mi-temps, nous sommes arrivés à mi-chemin de notre parcours vers la recherche des meilleures habitudes alimentaires. Delphine Fonkou n'est pas là, c'est Janice Kamga qui est là. Bonsoir Janice. Bonsoir. De Delphine à Janice, il n'y a qu'un pas. Vous êtes là pour faire le point avec nous sur ce qui a déjà été dit jusqu'ici. Nous allons pouvoir débriefer après. Antagonisme ce soir dans l'assiette avec vous, Paulin Zobeux, qui soutenait que l'Africain est en guerre sans le savoir ces dernières années avec la recrudescence des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension. La fertilité serait en chute également sur le continent. Selon vous, les métastases de ces cancers se forment dans nos assiettes. Le menu beignet haricots bouillis est cité au premier chef comme amalgame toxique car dans sa composition, il contient des ingrédients raffinés. Le plat est cuisiné à de hautes températures allant jusqu'à 200 degrés. Selon votre étude, donc, ce cocktail favoriserait la formation d'acrylamides qui sont des molécules cancérigènes nocives aux organes comme le pancréas, le rein ou encore la prostate. Dans cette bataille des fourchettes, l'agro-industriel Thierry Niamen pense que vous avez certes le mérite d'avoir osé, mais vous péchez par vos tendances populistes. Au lieu d'être excessif, il suggère de donner plutôt des conseils. Pardon. Par exemple, quel dosage améliorer, à quelle fréquence, sans pour autant toucher à notre identité culturelle et culinaire. Sur ces entrefaits, vous réchauffez votre position en précisant que l'Africain, le Camerounais surtout, est bloqué par des savoirs ancestraux. Vous préconisez par exemple à la place du beignet haricot bouilli des safous, la patate douce, sous forme de tubercules ou de farine, car ils peuvent être cuits à basse température, 30 degrés environ, et la patate est donc un féculent doux, il contient moins d'amidon, d'où sa saveur sucrée. Autre proposition, consommer des fruits et des feuilles issus des arbres, car leur structure racinaire va puiser des minéraux en profondeur. Les feuilles de corosol, par exemple, apparaissent très diététiques selon vous. Opposition poursuivie et soutenue par Thierry Niamen, qui ne crache pas dans cette assiette, le beignet haricot bouilli. Vous proposez donc la substitution de l'huile raffinée par de l'huile de palme, pour ne citer que cela. Le docteur, lui, ne veut pas infantiliser l'humain en prescrivant des repas tout faits contre les bourratifs et les aliments morts. Il propose tout aliment qui peut nourrir la flore vivante, comme des fruits, l'orange en particulier, les légumes, carottes, avocats, arachides, patates, mets de pistache, cuit vapeur. Bref, faire surtout appel au bon sens dans notre alimentation. Merci Janice Kamga. Je vous propose de réagir à cette synthèse de la première partie de l'émission. Est-ce que vous vous retrouvez l'un et l'autre dans ce qui est dit, dans ce qu'on doit retenir de cette première partie de l'émission? Je me retrouve dans ça, mais bien faire l'emphase sur la nutrition de la microflore. Si on perd la microbiologie dans ça, on a tout perdu. Il faut que l'emphase soit bien mise. Je dois nourrir ma microflore chaque jour. Et le tarot ne nourrit pas la microflore. Voilà. Le tarot interpellé.
Vous avez trouvé que c'était un scandale? Non, mais je pense qu'au niveau du débrief de ce qu'elle a pu donner, tout est clair. Juste à ajouter qu'en enrichissant une bouillie avec une légumineuse, on peut avoir des produits qui peuvent lutter même contre la malnutrition. Parce que c'est notre travail au quotidien. Et en parlant de légumes, il y a une question d'une collègue qui nous parvient à l'instant. Les légumes dans le centre sont chauffés parfois à plus de 100 degrés et à l'huile. Je préfère des légumes chauffés à plus de 100 qu'un féculent comme le blé chauffé à plus de 100. Parce que dans les légumes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous avez rarement des protéines et des sucres. Parce que protéines et sucres chauffés à haute température, molécules de Maillard, glycation, formation des molécules cancérigènes. Alors que les légumes, même si on les chauffe à haute température, on a moins de ces molécules-là. Vous voyez? Donc, je préfère quelqu'un qui me consomme des légumes même chauffés à haute température que quelqu'un qui me fait des protéines chauffées à haute température ou des glucides, comme dans tous les féculents, toutes les tubercules et toutes les céréales. Vous voyez? C'est extrêmement vraiment important à comprendre. Il vaut mieux manger des légumes, même frits, pourquoi pas? Bien que ce n'est pas bon, que de manger autre chose. Voilà. Et les légumes avec les arachides? Il vaut mieux... l'arachide a de particulier, c'est une légumineuse, une fabacée notamment, qui a de particulier que son huile est parmi les huiles les plus fragiles. Donc à peine on grille même l'arachide, elle devient toxique. J'ai des patients que je reçois et qui, pour certains, ont des maladies mentales. Quand ils prennent un mets fait avec l'arachide grillé, par exemple, ils ont des crises d'épilepsie le soir. Et ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux, c'est de nombreux cas comme ça qui nous sont venus. Donc l'arachide grillé, je recommande à tous ceux qui font des plats à base d'arachide de ne pas griller l'arachide. La preuve est que... on renonce à notre très cher Fian Wondo. Fian Wondo, c'est de l'arachide grillé, il me semble. J'ai rencontré des femmes qui le font avec l'arachide cru. Le Fian Wondo? Oui, sans griller. J'ai rencontré des femmes qui me font le coq avec des arachides qui ne sont pas grillés. La preuve est que dès que vous mangez, ceux qui sont fragiles du foie, par exemple, le foie, vous savez, c'est le plus gros organe du corps, le premier filtreur du sang. Dès que vous mangez les arachides grillés, il y a certaines personnes, à peine ils ont des boutons. Ils ont de la constipation. Ils ont des problèmes d'indigestion et de gaz. Vous voyez? Voilà. Oui, docteur, je ne suis pas très d'accord avec cette approche concernant l'arachide parce que nous produisons aussi de l'huile d'arachide. Mais nous faisons une huile première pression. Je comprends votre production. Non, il faut au moins expliquer aux téléspectateurs de comprendre qu'une huile pressée à froid résiste surtout une huile pressée à froid à base d'arachide. Parce que malheureusement, dans notre pays, tout ce qui est huile jaune, on l'appelle huile d'arachide. Il faudrait dire que la graine issue là où de l'huile est issue s'appelle arachide. Donc une huile pressée à froid résiste suffisamment à la température, une température pour faire des fritures. Non, et vous savez très bien que quand on parle, on va parler vous allez mieux me comprendre, quand on parle du LDL, du low density lipid, donc, qui libère les artères pour pouvoir réduire contre la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Non, regardez très bien. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Dit que et moi, j'ai fait une recherche aujourd'hui en tapant quels sont les aliments les plus toxiques dans le monde. Est-ce que vous savez que même dans tout ça, on a cité les cacahuètes? Mais je vais vous dire qu'il y a un élan de colonisation même là derrière. C'est-à-dire que pour que vous essayez de comprendre tout ce qui est africain dans notre débat que nous pouvons faire en termes de concurrence ou alors répondre à un certain nombre d'éléments, les chercheurs ont bien fait de dire ce qui n'est pas bon pour nous, sachant que nous le produisons en grande quantité. Vous allez vous rendre compte que la production d'huile de soja qui était de façon vulgaire pour nourrir le troupeau de soja qui devait nourrir le bétail en Europe, on a envoyé des huiles dévitalisées qui ne contenaient plus rien en Afrique. C'est quand l'association des producteurs d'huile au Cameroun a décidé de mettre en avant notre production d'huile de palme. Pourtant, ils ont bien payé dans les journaux de démontrer que l'huile de palme n'était pas bien pour la santé. Donc il faut qu'on sache que la science ne peut pas être infuse. La science ne peut pas être extrême. La science, même quand un scientifique a fini dans ses recherches, il y a toujours cette phrase pourrait.
Et dans le pourrait, c'est parce qu'il y a une amélioration, il y a de l'innovation. L'innovation, c'est parce que la science ne peut pas avoir... parce que tout est à débattre. Vous savez que dans des revues, il y a des contre-époux sur le même produit, issus de très grands laboratoires. Mais il faut savoir que derrière toutes ces recherches se trouve aussi de l'intelligence économique. Et il ne faudrait pas qu'on se laisse berner. Je suis très heureux que vous parlez de ce que qu'il y a énormément de choses à manger tout autour de nous, mais qu'on parle de ce qui peut être produit chez nous. Produisons localement ce que nous voulons et mangeons ce que nous sommes capables de produire. Nous allons mieux nous porter. Très bien que vous parlez des légumes. Moi, ça me va. Je pense que les autres comprennent aussi que les légumes favorisent un certain... améliorent même la digestion. Et le problème, il est où avec l'arachide? Et peut-être le problème, il est où avec l'arachide? Vous avez déclaré que l'arachide est toxique. Non, j'ai déclaré qu'il vaut mieux manger des repas avec des arachides non grillés. Parce que le fait de griller l'arachide frit l'huile à l'intérieur. C'est ça que je crains. Frire l'huile à l'intérieur, et en grillant l'huile à l'intérieur, on aboutit à des molécules extrêmement complexes qui sont indigestes et qui alourdissent le foie. Nous avons une épidémie d'hépatite en ce moment au pays depuis presque 20 ans. On vous parle d'hépatite B, hépatite et autres. Ces graines-là que nous mangeons, non seulement contiennent des molécules extrêmement toxiques, mais aussi ces graines qui les trient. La toxicologie ou bien la parasitologie de ces graines, qui les étudie? Les graines d'arachide sont aujourd'hui, selon mes observations, à presque au moins 10% de contamination par des champignons toxiques. On appelle la aflatoxine. Et on parlait de l'aflatoxine. L'aflatoxine, oui. C'est pour ça que même au niveau du soja, du maïs, du blé et du haricot, et même de l'arachide, on devrait avoir une surveillance accrue. Qui surveille ça? C'est-à-dire, cas simple. Je me fais livrer. Un topsi banana avec de l'arachide mouillé serait mieux qu'un topsi banana avec de l'arachide grillé. Grillé, simple. Et tu observes sur ton corps. Les résultats, vraiment, déjà sur toi, tu sens que tu vas mieux, tu sens que tu digères mieux ce genre de plat. Le coq fait avec l'arachide cru est différent vraiment au niveau vertu thérapeutique, vertu culinaire et diététique par rapport à le coq fait avec l'arachide grillé. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des observations empiriques. Maintenant, la recherche vient confirmer. La recherche vient confirmer, par exemple, il a été démontré que le blé entier par rapport au blé raffiné, le blé raffiné structure votre flore intestinale vers un type de bactéries qu'on appelle les entérobactéries. Parmi les entérobactéries, il y a une bactérie qu'on appelle Salmonella typhi. C'est la bactérie de la salmonelle, de la typhoïde. Oui. D'accord? Qu'on a retrouvé parfois dans certains laits. C'est pour ça que les gens ont des épidémies. Ils soignent la typhoïde une fois. Le mois prochain, je suis toujours dans la typhoïde. Diminue-moi la farine raffinée dans ton plat. Pour diriger ta flore microbienne vers une flore de type xanthomobactérie. C'est un autre type de famille bactérienne qui sont, elles, probiotiques. Les entérobactéries contiennent des classes de bactéries extrêmement nocives. Vous voyez comment l'alimentation peut influer votre flore microbienne et influer votre santé. Ça va même plus loin. Votre flore, votre alimentation peut même aller jusqu'au cerveau, vous créer des maladies mentales et dégénératives. Le flot mental que les gens ont est lié au gluten. Le gluten a été démontré être neurotoxique. C'est pour ça que quand vous mangez ces repas pendant longtemps, vous ne réussissez plus à avoir... Pardon? On le retrouve dans quel repas notamment? Le gluten dans le blé. C'est pour cela que vous entendez, il y a eu une aberration où on a suivi que le pain est un aliment complet dans notre livre de sciences. Je n'ai jamais compris cela. Voilà, on faisait avant du pain au levain. Le pain au levain était fait à base de blé et d'eau qu'on faisait fermenter d'abord. Et il y avait des bactéries qui proliféraient là. Et quand on enfournait ça, on ne montait pas la température à 100. Et ça allait doucement. Et ce qui fait que dans le pain final, on avait encore des bactéries vivantes qui venaient repeupler votre intestin, refaire votre flore intestinale, et c'était du bon pain. Et ce n'était pas avec des variétés de blé OGM qu'on a aujourd'hui, hautement riches en gluten. Donc, tous ces aspects historiques, botaniques, biotechnologiques et microbiologiques doivent être pris en compte dans le choix du plat prochain de l'Africain. Je vous suggère, cher monsieur, d'aller écouter des nutritionnistes. Nous n'avons pas voulu
faire un débat. Ça aurait été peut-être inaudible de faire un débat entre biologistes et biologistes de courants différents. J'avoue que nous n'aurions peut-être pas eu la ressource pour arbitrer ce débat, il faut le confesser. Nous avons voulu faire un débat entre biologistes et agro-industriels parce que c'est eux qui sont au contact des besoins de la société en termes alimentaires. Mais nous avons suscité cet appendice. Cet appendice nous permet d'avoir l'avis des nutritionnistes sur la question. Et c'est un reportage de Daniel Anissé-Boudié qui nous permet de scruter cet avis de nutritionnistes sur cette question alimentaire. La toxicité ou non des beignets haricots bouillis dépend des éléments qui rentrent dans sa composition. De l'échange avec deux nutritionnistes que nous avons rencontrés à Yaoundé, il ressort que tout dépend de l'huile de friture. C'est l'huile, parce que pour se dire la vérité, déjà de base, les femmes qui font par exemple le haricot utilisent principalement l'huile rouge. Maintenant, cette huile rouge, étant donné que tout le monde n'est pas forcément fan d'huile rouge, elles blanchissent cette huile pour qu'elle devienne un peu claire comme de l'huile raffinée avant de préparer. C'est ça qui cause le cancer. Une fois que l'huile est en train de fumer, une fois qu'elle a changé de couleur et qu'elle noircit un peu, effectivement, on l'aura trop surchauffée et elle sera cancérigène. Le composé toxique, d'après ces spécialistes, n'est donc pas à chercher dans la farine de blé, tel que soutenu par le nutritionniste Paulin Zobeu. Au contraire. Ce que l'on recherche dans la farine, ce sont des macronutriments. Dire qu'il n'y a pas de nutriments, bon, c'est peut-être un peu mal dit, parce qu'on a des micronutriments et des macronutriments. Comme macronutriments, on a des glucides, des lipides et des protéines. On trouve donc des glucides dans de la farine. Et il faut noter que ce sont ces glucides que le corps utilise à 50% pour apporter son énergie dont il a besoin pendant la journée. Au sujet de la bouillie, Alec Chouamo propose une solution alternative à la bouillie que nous consommons, essentiellement issue du maïs fermenté et donc peu nutritif. Elle peut faire des bouillies à partir de farines de maïs qui sont très nourrissantes, qui apportent aussi suffisamment d'énergie. Et cela pourrait faire en sorte que peut-être on achète un ou deux beignets, qu'on boive beaucoup de bouillies, et puis à la population on apporte ce qu'il faut. Néanmoins, tous s'accordent sur le fait qu'à la base, le beignet haricot bouilli n'est pas toxique pour la santé. Le tout dépend du consommateur. C'est la consommation abusive et la mauvaise consommation qui pousse à l'apparition de certaines maladies. Donc, de manière générale, on ne peut pas dire que les beignets haricots bouillis sont toxiques pour la santé, parce que tout le monde, je pense que tous les Camerounais, de manière générale, ont déjà eu à manger ça au moins une fois dans leur vie. Donc, ce n'est pas toxique, mais c'est la consommation à répétition qui peut poser des maladies. On retient que le beignet haricot bouilli est à consommer avec modération. Que Daniel Anissé-Boudié, sur la chute de cet élément, à consommer avec modération. C'est incroyable, hein? C'est incroyable dans notre pays que même des gens vers qui le citoyen va pour demander conseil ne sont pas éclairés. Vous voyez, on ne parle pas de microbiologie là, hein? On parle de l'huile. Hein? On ne parle pas de botanique là, on parle de l'huile. C'est-à-dire, cette approche multidimensionnelle de la compréhension d'un phénomène échappe à beaucoup. Donc, quand on parle de toxicité et qu'ils évoquent dans ce reportage seulement de l'huile, sans parler des autres aspects microbiologiques, l'aspect avec la microflore, par exemple, ils n'en parlent pas, parce qu'ils n'ont pas fait ça, vous voyez. Moi, j'ai fait du séquençage de gènes d'ADN en laboratoire. Comment l'acrylamide, vous savez, Rodrigue, comment se passe le vieillissement de l'humain? Comment l'humain vieillit? Nous avons à l'intérieur de nos cellules des noyaux. À l'intérieur de ces noyaux, nous avons ce qu'on appelle l'information génétique. L'information génétique est contenue dans des structures en forme de X qu'on appelle des chromosomes. Le chromosome, c'est de l'ADN mélangé, retourné. Chaque chromosome a XY, par exemple. Voilà. Félicitations. Merci. Et donc, chaque chromosome a 4 bouts, 4 têtes comme ça. Les têtes de chromosomes, on les appelle les télomères. Vous savez ce que le beignet haricot fait, ça? Le beignet haricot vient raccourcir les télomères. Plus vous avez des télomères longs, plus vous vivrez longtemps. Et le beignet haricot, à travers les acrylamides qui traversent la membrane du noyau cellulaire,
vient interférer avec l'allongement des télomères. Les recherches sont là. Donc, quand les gens parlent seulement de l'huile qui est la dangerosité, je dis qu'ils ne voient pas les choses. Hein. J'espère que je me fais comprendre. Mais il y a ces suggestions. On peut passer du 60-20-20, c'est-à-dire beignet 60, haricots 20, bouillie 20, à 20-20-60, c'est-à-dire de beignet 20, haricots 20, mais bouillie 60. Ça, ce sont les discussions de quartier. Moi, je n'entre pas dans ça. On s'adresse justement au grand public. Ce sont des discussions. C'est-à-dire que si on ne ramène pas au niveau du grand public, ça va peut-être être bénéfique pour notre émission. Il faut savoir que si vous faites le beignet, déjà foncièrement, vous ne pouvez pas faire un beignet sans le frire. Et vous ne pouvez pas frire sans atteindre 120 degrés, 140 degrés. Oui, mais on diminue la quantité. Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Maintenant, tu diminues la quantité si tu veux. Moi, vous diminuez la quantité si vous voulez. Je vous ai donné ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui font le haricot avec les carottes à l'intérieur. Le haricot vert. Je dis félicitations. Vous avez compris que quand vous mangez le haricot simple, ça vous crée des indigestions. Maintenant, vous avez vu qu'en rajoutant un peu de carottes et de haricots verts, ça va mieux. Bravo. Et ce qui rajoute plutôt de la viande. C'est encore pire. Vous prenez des protéines végétales complexes et vous y ajoutez de la viande qui sont des protéines animales complexes. C'est extrêmement dangereux. Vous avez encore plus de complexité dans l'alimentation. Pourquoi? Parce que l'organisme humain... Non, haricots, boulettes... Non. Ça, c'est des folies. L'organisme humain, la cellule ne mange pas la viande. La viande est constituée de fibres musculaires qui sont elles-mêmes constituées de protéines complexes déjà faites. L'organisme a besoin des acides aminés. Vous voyez? Les acides aminés, ce sont des petites molécules dont sont composées les protéines. Donc, quand vous donnez des protéines animales comme ça au corps, il a encore besoin de découper ça en petits morceaux pour avoir les acides aminés. Et il y a un phénomène qui se passe dans le corps et notamment dans la cellule qu'on appelle la synthèse des protéines. Le corps synthétise toutes les protéines dont lui-même a besoin. Il ne mange pas les protéines. Donc, pour synthétiser ces protéines, il a besoin des acides aminés. Tous les fruits contenant des protéines ont des acides aminés. Ce sont des molécules simples. Toutes les feuilles, tous les légumes contiennent ces molécules simples, les acides aminés, qui vont traverser votre intestin, rejoindre le sang et aller au niveau des cellules pour faire la synthèse des protéines, pour faire vos muscles, pour refaire votre corps, pour vous refaire des tissus endommagés. D'accord? Donc, quand vous mettez la viande encore avec le haricot dans un plat, mais c'est quand même... Il faut qu'on revienne au bon sens. Voilà. Thierry Niamène, il y a cette interpellation de la nutritionniste à consommer plus de bouillie. Ça devrait vous réjouir. Bouillie. Baisser le haricot, baisser les beignets, enfin... Oui, je suis désolé. Les farines, les protéines... pour plus de bouillie. Je suis désolé de le dire ici, la bouillie, par la manière avec laquelle nous produisons au quotidien, ne favorise en rien. C'est vraiment un amas de sucre qu'on peut ajouter là-dedans. Ben voilà. Parce que c'est un maïs qu'on a laissé fermenter et dans son process, on vide cette eau. Ça veut dire qu'on enlève spécialement toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur pour aller transformer cela et de dire qu'on a bu quelque chose. Je propose à la nutritionniste que je connais bien, là, hein? Que je connais très bien et que j'ai écouté. Elle a dit des choses... Respectable. Bien sûr. C'est une nutritionniste respectable. Bien sûr. Elle a Boudia a bien choisi ses sources. Non, la source, là où elle travaille même, c'est le niveau. Et ça fait plus de 20 ans qu'elle est au boulot. Il y a quelque chose de particulier. On peut enrichir les bouillies. Nous devons dire, nous pouvons enrichir notre bouillie. Et on peut l'enrichir avec du soja. Nous, on a même une variété où on l'enrichit avec de l'arachide, avec une légume. Donc, on fait une bouillie qu'on enrichit. Les bouillies enrichies existent. Si vous faites une bouillie enrichie à la maison, si vous utilisez votre fruit, vous faites frire vos beignets. Moi, je dis bien, je ne suis pas d'accord avec le docteur pour dire je dois bannir totalement les beignets. Alors, finalement, il ne faut même plus rien manger. C'est-à-dire qu'on peut faire, effectivement, parce que on peut aimer quelque chose. On peut mal manger, boire du thé après, boire une boisson chaude après, faire du sport après. Bon, c'est ce que vous suggérez? Non, pas toujours. Je ne suis pas dans ce côté excessif mal manger pour boire du thé. Je parle de l'amélioration de la manière avec laquelle nous mangeons. Il le sait même très bien qu'à une certaine heure, c'est même plus dangereux de manger même ce qu'on propose. Parce que
ce n'est plus... l'organisme n'a pas le temps de pouvoir synthétiser, digérer tout ce que nous avons pu gloutonner dans la journée. Il est important, elle a dit quelque chose qui me semble fondamental. Peut-être le docteur n'est pas très d'accord avec les huiles, mais c'est une partie très importante parce que nous devons conseiller ou alors de voir dans quelle mesure on peut orienter et expliquer au moment le bien fondé de ne pas faire frire de l'huile après 10 jours. Chauffer de l'huile à blanc. Chauffer à blanc. Carrément. Oui. Carrément. Et cette façon de chauffer, vous savez très bien que même dans les villages, il y avait des mamans qui utilisaient du macabo et trempaient dans de l'huile rouge pour pouvoir consommer que d'aller chauffer. Parce que vous savez, malheureusement, la manière avec laquelle on ne classe pas les huiles, il le sait, on classe la manière avec laquelle ces huiles sont obtenues. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent je préfère l'huile de soja à l'huile d'arachide ou l'huile d'olive. Non, si ces huiles sont raffinées, ces huiles ne contiennent plus rien. C'est un produit dévitalisé. Eric Azaraya a dit, si vous connaissez les secrets de la fabrication de ces huiles, personne n'allait utiliser. C'est pour cela que même les nutritionnistes demandent de réduire la quantité d'huile. Donc je pense que loin de bannir ce repas national, nous devons trouver une méthode. Et vous avez parlé de la composition. De la composition. Oui, je partage un peu cette passer du 20-20-60. Bon, 20-20-60, c'est pour celui qui... Les étudiants, mais... 20-20-60, c'est pour que... Et comme il a dit, c'est un débat de quartier parce que c'est parce qu'on a 100 francs. Et le jour où on a 500, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense qu'il faut plutôt mieux conseiller des gens de dire, si je veux faire ma bouillie, et c'est là où nous allons vulgariser, parce que son débat nous a intéressé de voir dans quelle mesure nous allons vulgariser notre bouillie dans des centres de beignets haricots pour permettre aux gens de prendre une bouillie enrichie. Ce que nous conseillons, c'est que les gens prennent des bouillies enrichies. Et je dis bien, les bouillies enrichies sont utilisées dans le monde entier pour pouvoir lutter contre la malnutrition chez les réfugiés. Ce sont des produits très connus pour pouvoir relever le corps. Donc, dit que ce produit n'a rien, je pense que non. Il a parlé des glucides, c'est hyper calorique. Et je peux même dire en tant que sportif, puisque j'ai fait le basketball, il était conseillé, puisque pour pouvoir, au niveau des muscles, quand on veut tenir pour les sportifs, nous étions les nutritionnistes de notre club, de la BRC aussi, pour citer ici, nous conseillons ces beignets que nous prenions. Mais maintenant, quand il soulève le débat, on se rend compte qu'on peut améliorer l'existant et non bannir. Pour l'un, nous sortons progressivement de notre émission. Les téléspectateurs ont certainement remarqué votre aspect physique, puisqu'on vous regarde depuis plus d'une heure et demie de temps. Vous êtes svelte, vous avez un aspect ascétique. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs comment vous vous nourrissez en une semaine à peu près? J'ai horreur de parler de moi, vous voyez. Oui, le moi est haïssable. Le moi est haïssable, mais bon, j'essaye quand même de respecter ce que je dis. C'est-à-dire que je ne mange jamais le matin. Jamais. Et je fais tout pour ne pas manger après 18 heures. Je commence toujours tout ce que je vais manger par de l'eau ou un jus de fruits. Mais vous n'avez pas ouvert la bouteille d'eau que nous avons offerte? Parce que là, je suis en guerre contre quelqu'un qui veut m'abattre. Donc, je suis en guerre, je n'ai pas le temps de manger. Vous ne pouvez pas, dans une tranchée avec des balles qui vous tombent dessus, penser à avoir du temps pour boire de l'eau. Donc, voilà, j'essaie de ne pas manger le soir. Et j'essaie de commencer toujours mes repas avec un liquide. Et j'essaie de faire en telle sorte que la majeure partie de mon repas soit vivant, soit vitalisant. Je suis en famille, je suis avec des gens, je suis dans une société. Si ma mère m'invite et qu'elle a fait du tarot, je ne vais pas lui dire ton tarot est toxique. Je vais manger un peu et je vais lui dire, voilà. Tout de suite après, vous allez boire du thé. Je vais boire du thé ou bien je vais faire un mois encore sans ne plus manger de ce type de plat, par exemple. D'accord? Donc tout est dans cette sagesse, mais toujours dans la recherche de ma santé permanente. La santé n'est pas le fort d'une seule personne. Donc à chaque moment, il faut chercher la santé, ça se bâtit, comme la maladie se bâtit aussi. Équation difficile peut-être à résoudre pour les bourses difficiles, les bourses modestes. Un étudiant, un élève, un jeune qui se bat encore à être inséré au plan social et professionnel, qui a 500 francs pour tenir une journée.
agro-industriel, biologiste, vous lui conseillez de repartir ça comment et de cibler quel produit sur le marché. Très bien. Une ménagère ou bien une maîtresse de maison qui a un budget de 2 000, 3 000 par jour pour faire tenir son foyer, comment elle s'en sort pour manger bio, manger de qualité dans l'environnement que nous avons, au lieu de plonger dans la banane malaxée, le beignet haricot. Voilà. Oui. Très bien. La question, à qui veut la prendre en premier, Thierry Niamen? Oui, je pense que ce serait très simple. Hein. D'abord, à partir de son budget, nous avons parlé des bouillies ici pour lesquelles... Prendre une bouillie enrichie, on n'a même pas besoin de complément. Quand on l'a enrichi avec du saut. Mais 3 heures après, on a le ventre vide. Je vous dis non parce que nous avons fait une expérience pendant les foires promotes où tous ceux qui exposaient dans le stand, quand ils prenaient un bol de bouillie enrichi, ils tenaient toute la journée. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est vrai. Pourquoi? Parce que la composition de cette bouillie n'est pas ordinaire. C'est une bouillie enrichie. Donc, l'essentiel, et il a dit quelque chose qui me semble qu'il faut... il a dit qu'il ne mange pas le matin. Mais si vous demandez à plusieurs nutritionnistes, ils vont vous dire, c'est mieux de manger le matin. Ouais, on dit que le petit déjeuner est le repas essentiel. Donc les débats sont contradictoires. Je voudrais que chacun, en se sente d'abord plus à l'aise. Parce que il y a des repas de certaines régions que pour rien... Donc si vous êtes à l'aise avec un condé-chèvre et de l'huile et de la sauce jaune, on y va? Non, vous savez qu'en Asie, par exemple, les gens... Aujourd'hui, mes voyages en Asie m'ont permis de savoir qu'on doit boire de l'eau chaude. Ou dans ma voiture, j'ai toujours de thermos où je prends une tasse de thé. Ça me permet aussi de garder tout ce que nous consommons. Donc il est important de beaucoup lire, mais surtout de prendre... Vous savez que c'était, même avec 5 000, pas d'acheter des carottes importées qui viennent après 6 000 km. Pourtant, nous avons des carottes fraîches qui se retrouvent sur nos étals. Consommer les légumes, c'est moins cher et c'est toujours très bien pour la santé. Donc l'essentiel, c'est de ne pas aller dans l'extravagance. Peut-être sur le conditionnement des produits qu'on retrouve en supermarché, parce que le conditionnement a un rôle important dans la capacité à attirer les clients. Oui, mais vous savez, au niveau de l'esclavage alimentaire, nous nous sommes rendus compte que même tous ceux qui, soi-disant professeurs ou grands, la manière avec laquelle ils se nourrissent, on parle pas seulement de la malnutrition, mais aussi de la dénutrition. C'est-à-dire que les gens qui ne savent même pas quoi acheter avec beaucoup d'argent. Donc le plus important, il a souligné là, sont des légumes. Ce sont des choses que nous avons tout autour de tenir compte de notre identité culinaire, mais surtout de là où je me trouve, je vois des ménagères continuer à se poser la question, comment on fait avec ce petit budget? On recherche de la bonne nourriture avec le budget qu'on a. On fait comment? On retrouve quoi sur le marché en dehors de la bouillie? Si on a pris la bouillie lundi, qu'est-ce qu'on prend mardi? Mais on est en train de dire toujours la même chose, c'est-à-dire que d'abord, il a même dit quelque chose qui me semble fondamental. On ne peut pas imposer à quelqu'un ce qu'il a à consommer. On tient compte de notre identité culinaire, de là où nous nous retrouvons, et d'aller avec sa bourse en fonction de ce qu'on mange, de ne pas penser que ce qu'on mange. Je prends par exemple, faire une viande ou une sauce de ndolé avec du soja, ne prend pas beaucoup d'argent que de penser qu'en mettant plusieurs morceaux de viande, on a gagné. Ça veut dire que la protéine végétale peut remplacer tout ce... Ne pas se sentir mal si après une semaine on n'a pas mangé de viande. Mais vous savez bien, par exemple, il paraît que c'est des drames familiaux. Dans certaines familles, si après une semaine on n'a pas mangé de viande. Les étudiants appelleront ça obstacle. Donc vous savez que le lait, vous savez même que le lait, par exemple, nous sommes l'homme est le seul animal qui consomme encore un lait venant de notre animal. Ça, c'est des choses qu'il faut éduquer la population pour que nous puissions savoir exactement ce qu'il y a à consommer. Donc, il faut lire, se documenter. Et je crois que le débat qui est soulevé là va inciter, et je souhaiterais bien, l'IRAD, l'ANOR, le centre de recherche, les étudiants, pour qu'ils puissent créer de la valeur ajoutée en proposant... Et observer son corps. Peut-être, nous savons tous que quand on a pris un plat de jazz à 10 heures, un plat de jazz à peu près 200 ou 300. On se souvient tous qu'on avait des difficultés à suivre le professeur en classe. Peut-être il faut aussi observer le corps. Pour l'un, Zobe, la même question pour vous. On mange comment au quotidien? C'est simple. Oui. Je répertorie... Avec les petites bourses. Je répertorie tous les légumes que j'ai dans mon pays. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. J'en ai pris seulement 6. Hein. Le teguin, le folon, le zoom, le nkeleng, le gombo. D'accord?
Ça fait mes 5 légumes que je peux avoir pour toute la semaine. Et je peux faire donc ma sauce gombo. Le gombo est très bien pour les diabétiques. Il est très, très hypoglycémien. D'accord? Je peux faire ma sauce gombo que j'accompagne avec des patates, par exemple. Et non avec le couscous de maïs qui est très hyperglycémien. Vous voyez? On prend un truc formidable comme le gombo, on l'accompagne avec un hyperglycémien comme le couscous, on n'a pas résolu le problème. D'accord? Je prends de la sauce gombo avec ma patate ou avec mon melon. Le lundi, je prends mon tegue. Qui a dit que je dois forcément accompagner les légumes de quelque chose? Je peux prendre un bon plat de légumes sans accompagnement. Ça doit, c'est juste. Vous allez tenir la journée? C'est juste dans la tête. Parce que c'est nutritif. C'est déjà nutritif. En entier, le légume, le plat de légumes lui-même, il est nutritif. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. D'accord? Surtout que cette autre chose, notamment les féculents et les tubercules, sont très souvent chauffés à très haute température. Le manioc, par exemple, on ne chauffe pas beaucoup, mais quelque chose comme le macabo, on chauffe beaucoup pour pouvoir casser les chaînes d'oxalate. On connaît les risques si on ne chauffe pas beaucoup. Hein. Le macabo est déjà toxique cru. Ce n'est pas en cuisant qu'on améliore les choses. Vous voyez? Donc, toute la semaine, mon dolé, le frelon et autres, que je peux varier toute la semaine. Et j'ai des fruits de saison. Si, par exemple, je suis un étudiant et que je n'ai que 500 dans la journée, 500 ne peuvent pas t'acheter un bouquet de frelons et autres, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as la banane de 200. Tu as l'avocat de 150, tu as 350 déjà. Et après, tu peux te choisir autre chose. La banane de 200, c'est à peu près 3 bananes ou 4. L'avocat de 150, c'est un bon avocat. Ça vous cale bien. Donc, vous êtes déjà en dessous des 500 même. Et vous avez nourri les cellules. D'accord? Il y a aussi une orange. Là, il y a les oranges de 50, 75, 100 francs. Donc, avec les 150 qui restent, vous pouvez vous faire 2 oranges ou 3. Donc, vous pouvez même, si vous connaissez bien les vendeurs ou là où on vend en gros, vous ravitailler et avoir quelque chose de nourrissant. Ce n'est pas... il vaut mieux avoir dépensé un peu plus 600 ou 700 et bien me nourrir que de dépenser 400 pour manger ce qui va aller à la poubelle. Et nos téléspectateurs reviennent avec la question du sauveur. Oui, oui. Parce que nous avons tous été sur les bancs. Il y a le sauveur, c'est-à-dire le riz et le tapioca. On nous a trompés, Rodrigue. On nous a trompés en faisant croire que pour se nourrir, il faut sentir que le ventre est plein. C'est comme ça qu'on en arrive à des générations de personnes qui, à 30 ans, ont déjà la calvitie, qui, à 25 ans, ont les cheveux blancs, qui, à 15 ans, ont les problèmes de règles douloureuses. Mais vous consommez le sucre. Constatez vous-même, quand vous consommez le sucre pour les femmes, évitez le sucre raffiné à l'approche de vos règles. Ça donne des règles douloureuses. Parce que c'est extrêmement toxique. Sucre raffiné et les fritures. Toutes celles à qui je conseille ça constatent le mois d'après. La femme est extraordinaire. Chaque mois, tu peux observer sa santé à travers sa menstruation. Donc, le fait de manger, ce que vous avez dit tout à l'heure, le TAPS, là, on l'accompagne très souvent de sucre et de sucre raffiné. D'arachide grillé? D'arachide grillé. D'autres mettent du lait. Mais c'est incroyable. D'autres mettent du lait, d'autres mettent je ne sais pas quoi. Il ne reste plus qu'on y mette à l'intérieur des cubes raffinés. On vit des temps incroyables. Le noir, je ne sais pas s'il va disparaître de la Terre d'ici quelques décennies. Vous voyez? On ne va pas être fataliste. On va pas être fataliste. Vous poursuivez avec... Vous n'avez pas parlé du riz. Je n'ai pas parlé du riz. Au lieu de prendre du riz blanc, que je prenne du riz complet. Ça dépend de ma bourse aussi. Là, vous allez me dire, ma bourse... Au lieu de prendre du riz blanc qui va m'intoxiquer, il vaut mieux... Le riz le plus disponible, je crois, c'est du 100%. Oui, mais je crois que c'est tout. Le riz importé de Taïwan, de Thaïlande. Oui, je crois que nous sommes en train de faire... Là encore, on va enrichir les autres peuples. Voilà, c'est ça. On est en train de... L'acte d'achat est un acte politique et même géostratégique. En nous repliant sur ce que nous avons au Cameroun, on va mieux s'enrichir, on va mieux se porter. Vous savez, l'importation de blé dans ce pays nous assomme. Même le haricot, on importe. Pire encore, le maïs et autre chose. Le poisson. Le poisson, on importe. Ouais. Comment je peux laisser ma mère qui vend les bananes ne pas avoir de quoi manger parce qu'elle est rentrée avec son plateau de bananes et aller acheter le pain du chinois ou du russe? Parce qu'en fait, quand tu manges le pain, ce n'est pas le boulanger que tu enrichis. C'est le russe qui produit le blé. C'est l'ukrainien, l'américain, le français. Donc, l'acte de consommation ou d'achat est aussi un acte politique. C'est dans ce sens que je juge aussi ce plat d'extrêmement nocif pour nous. Quelle est la santé des femmes qui font beignet bouilli haricots? Quelle est leur santé après 15, 20, 30 ans de beignet? Cancer, diabète, hypertension.
Le docteur m'a dit de ne plus être proche du feu. Donc c'est un plat même qui empoisonne la personne qui cuisine. Le producteur. Le producteur, le cuisinier. Il n'empoisonne pas seulement celui qui mange. Il n'empoisonne pas seulement notre économie. C'est incroyable. Voilà. Merci Paulin Zobé, merci à Thierry Niamen. Mais nous ne partons pas tout de suite, puisque nous allons prendre le pouls sur les réseaux sociaux. Ce débat a été très suivi. Vous savez, les passions que les théories du docteur Zobo ont charriées pendant plusieurs semaines. Nous allons donc essayer de prendre quelques échantillons sur les réseaux sociaux. C'est une affaire de Delphine Fonkoutene qui est de retour sur ce plateau. D'accord, Rodrigue, on a d'abord cette réaction d'Aïcha Aboubakar qui dit que les aliments que le docteur Nzobé a cités en guise de substitut du BHB sont des aliments de saison. Et un autre, David Harp, tu dis que quelque chose est plus toxique et tu ne viens avec aucune étude qui montre le nombre de morts qui a été enregistré. Et donc, la source vient vraiment du BHB. Et Caprice des Anges qui dit dire que la région de l'Ouest, que dans la région de l'Ouest, nous n'avons pas de variété de légumes et qu'on s'alimente mal est un abus. Etienne Landry, les gens refusent de comprendre ce monsieur parce que la grande pauvreté est la pauvreté mentale. Ce monsieur est à féliciter. Il est très intéressant et logique. Et on a également Aïcha. Docteur, vous racontez des choses intéressantes, mais vos propos sont abusifs. À la limite, ça peut paraître comme un sabotage de notre patrimoine alimentaire. Sensibiliser avec de bonnes terminologies de docteur. On a quelques questions également à vous adresser, docteur Zobé. Je mange macaroni et patates. Y a-t-il un problème, docteur Urgent? Question urgente à répondre. Une autre question de David. Question, le beignet haricot bouilli est-il plus dangereux que le hamburger? Et on va terminer par là. Mayer Foning qui dit, docteur, citez le coquille, le couscous, le pilet et bien d'autres, mais évitez de prononcer le tarot. J'ai reçu ce commentaire inbox. Il a dit, on touche à tout, sauf au tarot. Des réactions? Voilà, quelques réactions de nos invités. Je crois que c'était beaucoup plus chelu, mais je pense que le pouls est clair parce que c'est tout ce qu'on a lu. Le débat est ouvert. Nous pensons que ceux qui pensent qu'il s'est trompé, moi je pense que son mérite, effectivement, c'est d'ouvrir ce débat. Ceux qui pensent qu'il peut faire autre chose, qu'il fasse des études sur l'alcool, sur autre chose, et nous verrons qu'autour de nous, nous avons des attitudes qui développent, qui nous éloignent de notre hygiène alimentaire. Mais surtout, que nous arrêtons de faire la promotion des produits qui viennent de l'extérieur. Nous sommes localement très garnis pour pouvoir tenir longtemps et à moindre coût. Nous ne nous contentons pas de consommer local, mais produisons ce que nous devons consommer. Je paraphrase un peu Paul Biya. Merci. Quand vous parlez... En 2011, au comice agro-pastoral, il disait « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. » Serons donc capables de produire. Est-ce qu'on produit le blé? On ne produit pas le blé. Il ne vient pas de nous. Vous mangez du macaroni avec de la patate. Vous avez... C'est incroyable. Vous avez le blé qui est un féculent, hein, la patate qui est constituée de sucre. Hein, donc, c'est pas très équilibré. Hein. Le macaroni aussi, ben, vous savez que le blé avec le gluten et autres, c'est extrêmement constipant. Vous avez un plat constipant. Vous devez l'accompagner peut-être de beaucoup de légumes pour que ça passe. Sinon, vous allez avoir des problèmes aux toilettes. D'accord? Hamburger versus beignet bouilli haricot. Le hamburger, la seule différence, la différence principale, c'est que le hamburger est quand même constitué de protéines animales. Il y a un lien direct entre les cancers et la consommation des protéines animales. Je vous cote... Vous parlez du soya, par exemple. Par exemple, parce que, voilà, je vous signale, je vous cote les études faites par un médecin qu'on appelle David Servan-Schreiber. Donc, il a écrit un livre qu'on appelle... anti-cancer, d'accord? Et dans ce livre, il fait des études et il a des tableaux qui donnent la corrélation directe entre la consommation accrue de protéines animales et les cancers de la prostate, du sang et autres. Les pays les plus consommateurs de ces produits-là sont les plus malades de ces cancers. Et l'Afrique est en train de leur emboîter les pas et à une vitesse plus vertigineuse que la leur. Donc, le hamburger a cette différence-là qui contient énormément de viande. Le hamburger est moins frit, bien que la viande soit rôtie. D'accord?
Il est moins frit, il n'y a pas de beignets frits, il n'y a pas de friture dans l'huile, il n'y a pas d'huile raffinée. D'accord? Le téléspectateur, tant que vous arbitrez entre le hamburger et le beignet haricot. Vous avez deux plats extrêmement toxiques. Non, le hamburger est plus dangereux. Le hamburger est même d'ailleurs plus dangereux, avec les protéines animales et le blé et le gluten. Donc, ça fait... Vous avez mais il n'est pas africain. C'est l'obésité. Non seulement il n'est pas... Comme le beignet haricot bouilli, d'ailleurs, qui n'est pas africain. D'accord? Mais les grands-parents n'ont pas mangé ça. Ça, c'est un plat colonial qu'on nous a fait manger afin qu'on mange les produits importés. Voilà. Merci Paulin Zobeux, merci Thierry Niamen. Et je voudrais dire en sortant, je viens de recevoir un message d'une téléspectatrice, fidèle téléspectatrice, qui dit que pour les règles douloureuses, le docteur a raison. Je ne dirais pas qui, parce que c'est une question intime. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous, l'équipe de production du duel qui produit également la reine. Retrouvons-nous donc dimanche prochain. Là, ce sera pour le hot et le hard interview. Bonsoir.